Je vais essayer en effet de faire le point, mais dans le temps qui m'est donné, ce sera à grande ligne. Hein. Peut-être les questions permettront d'approfondir certains aspects. Une réforme particulièrement complexe qui se répartit sur 6 lois. Certaines, une est votée, 2 seront votées dans les jours qui viennent, une 4e avant Noël, peut-être, je dirais pourquoi peut-être, et les 2 autres en 2014, peut-être. J'emploie beaucoup le mot peut-être car l'un des aspects de cette réforme, c'est beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes dues à la complexité du problème, bien entendu, dues à l'héritage de la loi du 16 décembre 2010, c'est-à-dire de la réforme institutionnelle telle qu'elle avait été conçue par la majorité précédente, et dues aussi au remous permanent du Parlement, particulièrement du Sénat, où le gouvernement se fait battre régulièrement par sa propre majorité. Un certain nombre de sénateurs socialistes votent contre le gouvernement sur un certain nombre d'aspects. Le gouvernement a beaucoup d'incertitudes par rapport à la fidélité de sa majorité. Même à l'Assemblée nationale, des remous existent aussi. Donc il n'y a pas forcément une majorité pour cette réforme. Enfin, cette réforme déclenche un lobbying très très fort de l'ensemble des associations d'élus, contradictoires, et en particulier une opposition très très forte entre les départements et les régions, entre l'Assemblée des départements de France dirigée par un socialiste et l'Assemblée des régions de France dirigée par un autre socialiste, et qui tire la réforme dans les 2 sens contradictoires. Chaque fois que la réforme semble plus favorable à la région qu'au département, l'Assemblée des départements de France monte à l'assaut pour dire on n'est pas d'accord, et réciproquement. Ce qui fait que dans cette incertitude permanente, le seul point solide sur lequel nous puissions nous accrocher ce soir, c'est la seule loi votée. C'est-à-dire la loi électorale, qui modifie pas mal de choses que je vais détailler sur les élections, qui est la loi du 17 mai 2013, dont une grande partie sera appliquée dès mars 2014 pour les élections municipales. Pour le reste, j'essaierai de dire où nous en sommes, mais je répète, nous n'avons ce soir aucune certitude. Les débats, il y en a même eu encore, il y en a aujourd'hui sur le cumul des mandats. Il y en aura la semaine prochaine, ou la semaine d'après, on ne sait pas trop, sur le texte principal. Est-ce que le gouvernement cédera? Est-ce que l'Assemblée nationale aura le dernier mot? Quel compromis on obtiendra entre les contradictions fondamentales qui existent entre le Sénat et l'Assemblée nationale? Tout ça, c'est autant d'incertitudes qui ne me permettent pas ce soir de vous dire clairement ce qui sera décidé. Alors j'en viens au socle solide, la loi électorale. 3 aspects principaux vous concernent. La modification du scrutin municipal, la modification de la désignation des membres des conseils communautaires, et pour 2015, une énorme modification du scrutin départemental, entraînant un redécoupage obligatoire des communes. Donc sur ces 3 points, l'ensemble du pays, et en particulier la France rurale, est considérablement bouleversé. Premier point, modification du scrutin municipal. Je dis tout de suite, il y en a pas mal, je crois, dans votre pays.
les communes de moins de 1000 habitants ne sont pas concernées. Les communes de moins de 1000 habitants, qui est le seuil qui a été déterminé après un très long et très difficile débat parlementaire, gardent le scrutin traditionnel que nous connaissons depuis le XIXe siècle, avec panachage, vote préférentiel, liste incomplète, etc. Jusqu'à présent, ce scrutin concernait les communes jusqu'au seuil de 3500 habitants. Ça change donc pour les communes de 1000 à 3500 habitants, pour lequel le scrutin dit ordinaire, le scrutin de liste, est étendu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans les communes de 1000 à 3500 habitants, vous aurez la lourde mécanique très normalisée de l'établissement de listes avec alternance d'un homme et d'une femme, de déclaration en préfecture, de nomination d'un mandataire financier, enfin une législation considérable encadrant le scrutin municipal dans les listes, donc à partir de mars prochain, des communes de 1000 habitants. Cette disposition, sans que le seuil ait été le même, mais cette disposition existait déjà avec la majorité précédente. L'idée qu'il fallait étendre le scrutin de liste aux petites communes. Nicolas Sarkozy s'en était longuement expliqué lors d'un débat dans la ville de Saint-Dizier, les spécialistes parlent du discours de Saint-Dizier, autour de deux thèmes principaux. Premier thème, l'extension de la parité. Dans les communes de 3500 habitants, il y a actuellement seulement 28% de femmes. Si on veut atteindre 50%, il faut changer le mode de scrutin et donc étendre le scrutin de liste avec alternance un homme et une femme aux petites communes. Le calcul a été fait qu'il y aurait, dans les communes entre 1000 et 3500 habitants, 40 000 conseillères municipales de plus. Les sénateurs, de gauche comme de droite d'ailleurs, qui étaient plutôt hostiles à cette perspective, ils sont toujours contre la parité, les sénateurs. Il faut dire qu'ils sont un bel exemple de la non-parité, ont beaucoup bataillé contre, mais finalement le gouvernement a tenu bon et cette mesure a donc été prise. Les sénateurs hostiles à cette mesure pensent que l'on ne trouvera pas dans les communes entre 1000 et 3500 habitants suffisamment de femmes volontaires, compétentes, prêtes à donner leur temps dans les conseils municipaux, et qu'on sera donc obligé, dixit un sénateur, je ne citerai pas lequel, on sera obligé de choisir des potiches. Mesdames, je ne sais pas si vous serez candidate dans ces communes aux prochaines élections. Je pense que si vous êtes ici ce soir, c'est que vous n'êtes pas des potiches. Mais il y a là un débat. Trouvera-t-on le nombre de femmes suffisantes et suffisamment compétentes pour répondre à la nouvelle obligation des femmes? La deuxième raison est encore plus importante. C'est celle qui a été le plus développée par Nicolas Sarkozy et reprise par les socialistes, presque texte tel quel. Il faut bien penser qu'il n'y a pas une rupture absolue du point de vue de la réforme institutionnelle entre l'ancien quinquennat et le quinquennat actuel. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la continuité. Il y en a quelques-unes qui sont dans la rupture, mais il y en a beaucoup qui se font dans la continuité. Et cette deuxième idée, c'est qu'il faut porter le débat politique jusque dans les petites communes. Nicolas Sarkozy a dit très très vivement qu'il ne croyait pas à l'apolitisme dans les petites communes. Que dire « je suis une liste d'intérêt local, je fais de la gestion municipale parce que je suis dévoué pour mes concitoyens, mais moi je ne fais pas de politique », toutes ces listes qui n'ont pas une étiquette très nette que la préfecture a toujours beaucoup de mal à placer, divers gauche, divers droite. Tout ça, c'est de la rigolade, dit Nicolas Sarkozy. Tout le monde fait de la politique.
Et en tout cas, il faut que tout le monde fasse de la politique, même dans les petites communes. Et si possible, de la politique bipartisane, ce qui était sa doctrine, c'est-à-dire une liste de gauche, une liste de droite qui s'affrontent sur des programmes, dans des campagnes où vraiment il y aura une bataille locale décisive et où les électeurs auront à faire des choix politiques et pas seulement des choix gestionnaires. Les socialistes disent un peu, avec moins de vigueur, mais disent à peu près la même chose. Donc c'est une des premières interrogations que je vous renvoie. Est-ce que cette vision de l'affrontement politique jusque dans les petites communes, qui nie donc l'apolitisme prétendu et gestionnaire des petites communes, est une réalité que vous vivez ou que vous ne vivez pas. C'est une des grandes modifications culturelles pour le monde rural à venir. Sarkozy disait souvent, regardez les maires des petites communes qui se déclarent apolitiques. Au moment où on publie au journal officiel la liste des maires qui soutiennent les 500 signatures, qui soutiennent les présidents, les candidats à la présidentielle, vous voyez apparaître, soutenant Marine Le Pen ou soutenant l'extrême gauche, vous voyez, ou Mélenchon, vous voyez apparaître le maire d'une petite commune qui s'est toujours dit apolitique. Il n'est donc pas si apolitique que ça. Bon, vous en pensez ce que vous voulez, ça a prévalu, et donc, voilà pour les communes. Donc, modification importante pour la strate 1000 à 3500. Deuxième modification, au niveau de l'intercommunalité, au niveau des conseils communautaires. Jusqu'à présent, vous le savez, et ça restera comme ça dans les communes de moins de 1000 habitants, le conseil municipal élit en son sein le ou les délégués communautaires. Donc les citoyens n'ont aucune intervention dans cette délégation, il y a très peu de contact entre les délégués communautaires et les citoyens. Ils dépendent de leurs conseils municipaux et pas directement des citoyens. D'où l'idée, déjà lancée sous le quinquennat précédent, d'un progrès démocratique, non pas d'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct, c'est pas ça, mais de l'élection des conseillers communautaires par les citoyens en connaissance de cause sur les listes municipales. Donc, dans les communes de plus de 1000 habitants, vous aurez un bulletin de vote en mars prochain avec les candidats à la mairie et un certain nombre de noms tout au long de la liste seront précédés d'un signe, on a dit une flèche, ce ne sera pas forcément une flèche, d'où le terme le fléchage. Un certain nombre de candidats seront fléchés, ensuite récapitulés en bas de bulletin dans un cadre, et donc l'électeur saura par avance quels sont les candidats qui représenteront leur commune à la communauté. C'est un petit progrès démocratique. Et donc, l'électeur de base saura que monsieur un tel, madame une telle, représente la commune à l'intercommunalité et pourra leur demander des comptes. On a présenté ça, y compris récemment Manuel Valls, comme une première étape en attendant, d'ici 10 à 15 ans, l'élection au suffrage universel direct des conseils communautaires, par un scrutin distinct du scrutin municipal. Ça pose juridiquement des quantités de problèmes, mais c'est la perspective qui est ouverte, à propos de laquelle on fait, en mars prochain, un petit pas. Enfin, troisième et dernier élément, le scrutin départemental. La loi dont je parle, la loi du 17 mai 2013, a reporté d'1 an les élections départementales et les élections régionales pour qu'il n'y ait pas trop d'élections la même année. En 2014, il y aura donc en mars les municipales et un petit bout d'intercommunal, et en juin, les européennes. Mais pour le département et la région, c'est reporté à 2015.
Le problème a démarré aussi par un problème de parité. Il y a actuellement dans les conseils généraux, qui s'appelleront dorénavant conseils départementaux, et les conseillers généraux s'appelleront conseillers départementaux, il y a actuellement 18,3% de femmes. 6 conseillers généraux ont 0 femmes. Entièrement des conseils généraux d'hommes. Il y a seulement 5 femmes présidentes de conseils généraux, dont une en Outre-mer, donc en métropole, 4 conseils généraux sont présidés par des femmes. Donc les femmes sont particulièrement marginalisées par le scrutin uninominal, cantonal, où les hommes se présentent traditionnellement et où les femmes n'arrivent pas à percer. Sauf 18, comme je l'ai dit, 13,8%. D'où comment faire pour avoir la parité au niveau des conseils généraux. Une solution qui a été écartée par tous les partis politiques était de supprimer les cantons et d'avoir un scrutin de liste au niveau départemental, avec alternance d'un homme et une femme. Ça, aucun parti n'en a voulu. Il faut garder l'accroche territoriale, donc il faut garder les cantons. Et les socialistes ont inventé un scrutin dont personne n'avait jamais entendu parler, qui n'est adopté par aucun pays du monde, qui est vraiment une première mondiale, qui est le scrutin qu'on appelle le scrutin binominal. C'est-à-dire que dans chaque canton, on ne votera pas pour une personne, mais on votera pour un binôme, un homme, une femme. Un homme, une femme par canton, qui seront solidaires le temps de la campagne, ils se présenteront ensemble, on votera ensemble pour eux, pour le binôme, mais qui ne seront plus solidaires une fois élus, qui pourront prendre des positions différentes au sein du Conseil général. Donc 2 représentants pour un territoire cantonal. C'est compliqué, on ne voit pas très bien ce que ça va donner, on a eu des points de vue les plus contradictoires, mais voilà un changement fondamental. Ça veut dire l'obligation de redécouper les cantons. Puisque dans chaque canton on élit un binôme, il y aura 2 fois moins de cantons. Dans un département de 40 cantons, il n'y en aura plus que 20, puisqu'on ne change pas le nombre de conseillers départementaux. Comment regrouper les cantons 2 à 2? C'était déjà une question posée au temps où M. Sarkozy voulait mettre en place les fameux conseillers territoriaux. D'autant plus que depuis très longtemps, le Conseil d'État rappelle que nous sommes dans la plus totale anticonstitutionnalité par rapport au découpage des cantons. Les 3/4 des cantons n'ont pas changé depuis la Révolution française. Malgré l'exode rural, malgré le fait que beaucoup de cantons se sont vidés de population et que les cantons urbains se sont au contraire gonflés. Le Conseil d'État dit en permanence cette distorsion est totalement contraire à la Constitution qui dit que les électeurs doivent être égaux devant le scrutin et que par conséquent les cantons doivent à peu près avoir le même nombre d'habitants. Les sénateurs répondent mais les conseillers généraux ne représentent pas la population, mais représentent les territoires. Ça ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, le Conseil d'État dit, il disait très très fort au gouvernement Fillon, il le dit très très fort au gouvernement Ayrault, il faut profiter du redécoupage des cantons pour mettre fin aux inégalités démographiques entre les cantons. Ça veut dire quoi? Je prends un département de 200 000 habitants, 40 cantons, qui ne seront plus que 20. Vous faites la moyenne. 200 000 divisé par 20, 200 000 divisé par 20, je dis bien, ça fait 10 000 habitants en moyenne par canton. Le Conseil d'État admet
certaines fourchettes, à condition que ça ne dépasse pas plus 20% ou moins 20%. C'est-à-dire que tous les cantons, les nouveaux cantons du département devront avoir entre 8 000 et 12 000 habitants. Dans un tunnel, comme dit la loi, entre 8 000, moins 20% ou plus 20% de la moyenne départementale. Dans le rural profond, prenez les Hautes-Alpes ou les Alpes de Provence, pour rassembler 10 000 habitants, disons, il va falloir rassembler 5, 6, on a été dire jusqu'à 7 cantons ruraux pour atteindre le minimum démographique. C'est-à-dire qu'on aura des cantons qui seront presque de la taille d'un arrondissement. Inversement, dans l'urbain, il va falloir créer des quantités de nouveaux cantons pour ne pas dépasser le seuil supérieur. Donc, la conclusion politique, c'est qu'il y aura beaucoup moins de cantons ruraux et beaucoup plus de cantons urbains. Beaucoup moins de conseillers départementaux ruraux et beaucoup plus de conseillers départementaux urbains. Bien entendu, le monde rural a protesté, mais cet impératif, il n'est pas propre à la gauche. Il existait déjà au temps du quinquennat précédent. Le redécoupage, pour augmenter, je termine là sur cette première partie, le redécoupage n'est pas du ressort du Parlement. Le redécoupage est réglementaire, c'est-à-dire le découpage dépend du gouvernement. Le gouvernement publiera un décret en Conseil d'État avec la liste des nouveaux cantons. C'est sa prérogative. Actuellement, les préfets ont déjà reçu des instructions pour sonder les grands élus. On suit un certain nombre de préfets à la trace. On sait que les préfets présentent un certain nombre d'élus, on ne sait pas trop lesquels, ça, ceux qui comptent, ceux qui ont du poids, un projet de découpage. Qu'est-ce que vous pensez de ce découpage-là? Est-ce que il y a actuellement un remue-ménage souterrain, occulte, considérable. Voilà tout un personnel politique important, traditionnel dans la République, souvent dans la ruralité porteur de la proximité, qui est dans une déstabilisation totale. D'une part, comme a dit un jour à l'Assemblée un député conseiller général, on n'a pas démérité. On est là depuis longtemps, souvent, parce que le cumul dans le temps, ça existe à ce niveau-là, et particulièrement à ce niveau-là. Il va falloir qu'on renonce à notre mandat pour faire la place à des bonnes femmes. Hein, c'est toujours les deux. Donc on a un personnel politique très effervescent. À gauche, comme à droite, parce que ça touche tout le monde. Mais pour le citoyen du milieu rural, c'est aussi un bouleversement profond. Le canton est souvent une référence dans le rural. Il ne veut pas dire grand-chose dans l'urbain, il y a peu de citoyens des villes qui connaissent même le nom de leur conseiller général, mais dans le rural, et dans le rural profond en particulier, le conseiller général, c'est un personnage qui compte. Donc voilà les résultats de cette première loi.